Les parlementaires reprennent du service. On parle donc de la rentrée parlementaire ce matin du côté du Sénat, la Chambre haute et également à l'Assemblée nationale. Ces deux cérémonies ont été présidées par les présidents des institutions respectives, cela en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et également un parterre de personnalités. Le Trésor public, les impôts et la mairie en mission conjointe de recouvrement des taxes. L'objectif est de maximiser l'opération et toucher toutes les niches fiscales. Dans ce journal également, le CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne et Boris suscite le questionnement des usagers quant à son statut. Entre public et privé, les usagers s'y perdent tellement le coût des prestations reste élevé, disent-ils. Et puis en sport, match retour Ghana-Gabon comptant pour le second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est demain. Les Panthères version féminine en mission commandée. Elles ont à cœur de remonter 3 buts. À 24 heures du coup d'envoi, elles ont pris leur marque à travers une reconnaissance du terrain. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité renouvelée. Votre 20h. En ouverture de ce journal, tout d'abord, la visite au Gabon en qualité d'envoyé spécial à Libreville de son Excellence Javier Ortega Bonilla, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela près la République gabonaise avec résidence à Malabo. Il est porteur d'un message du président vénézuélien à son homologue gabonais. Andy Tungi, Francis Ngomu pour le point. L'ambassadeur du Venezuela est porteur d'un message du président Nicolas Maduro à son homologue Ali Bongo Ndimba. Reçu en audience par le ministre délégué aux Affaires étrangères, les deux personnalités ont aussi échangé sur la coopération bilatérale entre les deux États. La réunion avec le ministre délégué du ministère des Affaires étrangères de la République gabonaise a été une réunion très fructueuse, une réunion qui a permis effectivement de réactiver la coopération entre la République bolivarienne du Venezuela et la République gabonaise, et également une opportunité de transmettre le message de son Excellence Nicolas Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela, à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. L'implication de Libreville et Caracas au sein de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP, également au milieu des échanges. Le Venezuela, comme le Gabon, sont membres de l'Organisation des pays producteurs du pétrole. Et à travers cette organisation, la coopération également, elle est fructueuse et nous voudrons en principe accélérer cette coopération, nous voulons la renforcer, nous voulons la consolider. Nous voudrions en principe réactiver cette coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine également de la formation en hydrocarbures, dans le domaine également social. Le ministre délégué aux Affaires étrangères a assuré son ordre de transmettre fidèlement le message à son destinataire, Ali Bongo Ndimba. Et puis au Gabon, l'actualité au Parlement avec la rentrée parlementaire de ce matin au Sénat. Tout d'abord, les représentants de la Haute Chambre renouent avec le chemin de leur hémicycle. La cérémonie solennelle consacrée à cet effet a été dirigée par le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou. Cette cérémonie a vu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement et de nombreuses personnalités. Cédric Zengelomas, Hilarion Akumbu, Franck Mangolo. C'est la rentrée, pouvait-on entendre à la Haute Chambre du Parlement ce jour. Bardés de leurs attributs, les sénateurs ont repris du service ce 2 septembre 2019 à la faveur d'une cérémonie de rentrée solennelle dirigée par le patron de l'institution, le président Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou. Premier axe fort de son discours circonstanciel, l'indispensable question du vivre ensemble. Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas que se crée le Gabon d'à côté, le Gabon périphérique, c'est-à-dire cet ensemble sociologique qui s'étend des marges périurbaines les plus fragiles des villes jusqu'aux espaces ruraux, en passant par les petites communes qui se trouveraient mis à l'écart du développement. Surfant sur la vague du récent discours à la nation du chef de l'État, le président du Sénat interpelle le gouvernement sur quelques attentes prioritaires des populations. Il est important de rappeler l'urgence de la rentrée scolaire qui se fera dans les prochains jours
en particulier la disponibilité d'espaces d'accueil pour les nouveaux élèves des classes de 6e et la problématique des amphithéâtres pour recevoir les nouveaux bacheliers. Les élus locaux que nous sommes venons d'être en contact avec nos populations. Ils nous ont fait partager leurs préoccupations. Nous devons ensemble tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de la décentralisation et le transfert des compétences aux collectivités locales. La deuxième session ordinaire 2019 devrait donc consacrer une bonne partie de son programme à l'examen du projet de loi des finances 2020. Un projet de loi indispensable au gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques publiques pour l'année à venir. Et dans le même ordre d'idée, conformément à la Constitution, dans son article 41, eh bien, les honorables députés ont repris officiellement le travail ce 2 septembre 2019. La cérémonie marquant l'ouverture de cette session ordinaire, dite session budgétaire, s'est déroulée à leur nouveau siège face à l'hypermarché Molo. La rencontre que vous avez pu suivre d'ailleurs en direct sur Gabon Télévision était présidée par le patron de l'institution, l'honorable Faustin Boukoubi, en présence également du Premier ministre et de plusieurs personnalités. Le compte-rendu de Priscan Kama, Tim Boulengue et Valérie Charles Poulangoy. C'est dans ce nouveau siège, situé en face de l'hypermarché Molo, que s'est déroulée la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire. En présence du Premier ministre Julien Kogué-Bekale et d'autres personnalités, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, à l'entame des travaux, a rendu un hommage mérité à un homme politique qui a marqué l'histoire de notre pays, Léon Bouyembi, disparu il y a quelques semaines. Un intellectuel de courant dont l'humilité, la probité et les qualités humaines étaient reconnues de tous. S'adressant aux leaders des confessions religieuses présentes au Gabon, le patron de la représentation nationale a rappelé à ces derniers leur noble mission, celle d'être des guides spirituels, des moralisateurs de la société, tout en leur recommandant de continuer à œuvrer pour la paix au Gabon. Je sais compter sur votre entre-gens à tous pour interpeller la conscience de tout un chacun, afin que prévalent la concorde, la fraternité et la loyauté dans notre beau pays. Tout en invitant les honorables députés à plus d'ardeur et de pragmatisme au travail, le président Faustin Boukoubi les a par ailleurs interpellés sur l'exhibition correcte de leurs attributs, notamment le port de l'écharpe, du pins et de la carte professionnelle, éléments d'identification du député dans l'exercice de ses missions. Et puis le volet économique avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi des grands projets. Il était en visite à Port-Gentil, un déplacement dans le cadre du projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Reportage. Le séjour à Port-Gentil, capitale économique, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi des grands projets rentre dans le cadre de la mise en œuvre du PIS, projet d'investissement dans le secteur éducation, avec un financement de l'AFD, Agence française de développement. Il s'est agi pour Christian Menvier-Obam d'effectuer une visite sur les parcelles retenues pour la construction de 3 complexes scolaires et des établissements devant bénéficier de la construction de nouvelles salles de classe, accompagné du maire de la commune, dont l'institution aura été d'un grand apport pour le projet, et des responsables provinciaux des ministères concernés. Le périple s'est effectué sur plusieurs sites. Puis, c'est au tour du gouverneur de province, à son cabinet, qu'une séance de travail a permis d'échanger sur certains aspects techniques comme les procédures foncières attachées à certaines parcelles, les dédommagements des personnes impactées, entre autres. Rappelons que le PIS est la réponse du gouvernement à la problématique des effectifs pléthoriques qui se pose à chaque rentrée scolaire. Les villes de Port-Gentil et Libreville sont concernées par ce programme. Et dans le même temps, le Trésor public, les impôts et la mairie en mission conjointe de recouvrement de taxes à Port-Gentil. L'objectif est de maximiser l'opération et toucher toutes les niches fiscales. On suit ce reportage. C'est en présence des maires adjoints, directeurs, chefs de service, régie municipale, agents du Trésor public et des impôts que l'édile de la commune de Port-Gentil vient de lancer une mission de recouvrement général de taxes sur l'ensemble du périmètre communal.
Les équipes composées des agents municipaux, ceux du Trésor public et des impôts, auront pour mission. Ça veut dire qu'ils amènent les impôts, le Trésor et la mairie à travailler en étroite collaboration afin simplement de ne pas seulement faire le policier, mettre des minottes aux gens, mais aussi de sensibiliser, d'amener les gens à comprendre les tenants, les aboutissants de la mission qui est la vôtre. Et c'est une obligation. Les 6 équipes ainsi constituées ont été invitées à travailler avec conscience et probité. À ces agents, je demande simplement une implication. Mais alors, comme vous savez bien le faire. Mais faites-le proprement. Impliquez-vous maintenant à fond. Pas de dérive. Et vous devez aussi réguler les dérives, s'il y a dérive. Durant un peu plus de 6 semaines, du 2 septembre au 6 octobre 2019, la mission devra parcourir la commune et recouvrir le maximum de taxes. Allez, cap à présent vers le septentrion. Le département du Wole vit depuis quelques jours au rythme de la tournée départementale du ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, Roger Onumba. À travers les 5 cantons du département du Wole, y compris la commune, le membre du gouvernement a échangé avec les populations pour mieux comprendre leurs difficultés. Le point avec Arnaud Babekung et Alexandre Nkougi. À l'aéroport de Romokok à Oyem, l'avion qui transporte le ministre des Finances, des Solidarités nationales, vient de se poser. C'est le début d'une longue tournée qui le conduira dans tout le département du Wole. Après les civilités des autorités politico-administratives et militaires à sa descente d'avion, Roger Onumba a tout de suite débuté les entretiens avec les dépositaires de l'autorité de l'État, à l'exemple de ses échanges avec le gouverneur du Wolentem, Joel Gouma. Mais Roger Onumba a surtout un message pour les populations du département du Wole, en particulier du Wolentem en général, un message véhiculé à la fois en langue vernaculaire et en français. Le président de la République m'a vivement recommandé d'associer tout le monde aux réflexions et aux actions à mener. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons sortir des enjeux purement politiciens pour des réalisations concrètes au bénéfice du plus grand nombre. Une présence dans le département du Wole marquée par des gestes de solidarité et d'unité, notamment cet important don de médicaments offert au centre hospitalier régional d'Oyem qui traduit la politique de partage du chef de l'État, a précisé Roger Onumba, qui a profité de ce séjour pour visiter les cantons Nié, Kie, Wole, Elelem et Bissok, où il a échangé avec les populations sur leurs principales difficultés, lesquelles entend-il transmettre au chef de l'État. Le ministre a surtout lancé les travaux de réhabilitation de certaines voies de communication. Voilà, il faut préciser qu'en terre wolentémoise, le ministre de l'économie, des finances et de la solidarité nationale a donc procédé à l'inauguration du tout nouveau gouvernorat du Wolentem. On retrouve Arnaud Babekung et Alexandre Nkougi. Animé d'une énergie débordante et d'une détermination particulière, le ministre de l'économie, des finances, des solidarités nationales, Roger Onumba, en séjour dans le département du Wole, a tenu à tourner la page du gouvernorat du Wolentem qui était déjà vétuste, en inaugurant le nouveau bâtiment qui va désormais abriter les services de l'administration décentralisée du Septentrion. Une satisfaction pour le gouverneur. Inaugurer un nouvel édifice public, en l'occurrence un édifice pour la première administration de la province, est en effet un événement hors du commun dans la vie d'un responsable administratif. J'éprouve cependant une grande joie et une certaine fierté. En remettant les clés à l'administrateur de la province de Wolentem, Roger Onumba a appelé au bon usage de cet édifice. C'est une avancée historique aujourd'hui pour que vous bénéficiez de ce bâtiment plus spacieux, largement suffisant pour recevoir tous les services du gouvernorat. Faites-en bon usage. Le bâtiment en lui-même n'est pas neuf, mais comme vous le voyez, il a été bien entretenu, il est bien conservé. Ce que je demande simplement, c'est que vous continuez à bien le conserver comme il a été jusqu'à maintenant. Pour les travaux additionnels liés par exemple à la climatisation, pour ne citer que cela, le membre du gouvernement a rassuré qu'ils seront effectués sous peu. Il faut rappeler que le bâtiment actuel du gouvernorat du Wolentem a été mis en service en 1903. Après 116 ans de vie, c'est la première fois que cette bâtisse sera vide.
Voilà, et puis pour la suite de cette édition d'information, notez à toutes fins utiles que les responsables syndicaux des départements ministériels ont donc été reçus ce matin par le secrétaire général de la fonction publique. Issa Abiba, épouse Yanga, leur a expliqué le déroulement de l'opération de recensement biométrique qui aura lieu dans quelques jours. En attendant donc celle-ci, eh bien, le ministère s'active pour que tout se déroule dans les normes. Vous aurez tout cela en son et en images dans nos prochaines éditions d'information. Cet autre communiqué, Assemblée générale extraordinaire conjointe du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, SINAP, et du syndicat des professionnels de la communication, Ciprocom, demain ou ce mercredi, voilà, mercredi 4 septembre 2019, dans les locaux de la maison Georges Rawiri. À l'ordre du jour, eh bien, le recensement des fonctionnaires, le compte-rendu des échanges avec les directions générales de Gabon Télévision et Radio Gabon. Et compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, eh bien, la présence de tous est vivement souhaitée. On ouvre le volet santé à présent. Voilà un moment déjà que l'hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Nebouri a repris du service. Et pourtant, nombreux sont les Gabonais qui s'interrogent sur le statut public ou privé de cette structure. Les quelques patients rencontrés évoquent le problème du coût élevé des soins et parfois même la qualité des services. Le reportage est signé Gabriel Guilain-Lemami et Pierre Claverella. Ouvert il y a quelques mois, l'hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Nebouri est une structure moderne qui est spécialisée dans la prise en charge de la mère et l'enfant. Sa gestion a été confiée au groupe espagnol Sfera qui avait procédé au lancement officiel des activités de cette structure en 3 phases. La phase dite de consultation externe, puis la phase d'hospitalisation et enfin celle de chirurgie. La structure fonctionne aujourd'hui à plein régime, mais son côté public-privé suscite encore des réactions. Ceci est un hôpital public qu'on prend en charge les patients munis de la carte CNAMGES, mais on a aussi expliqué qu'il y aura une partie qui va être privée. D'accord ? Mais on aura les deux. Donc tout Gabonais muni d'une carte CNAMGES peut venir ici, sans souci. C'est donc un partenariat public-privé entre l'État gabonais et le groupe Sfera, mais en dépit de son côté public, de nombreux patients estiment le coût des soins élevé. Il y a la hausse des prix. Par exemple, aux urgences, la CNAMGES n'est pas prise en compte. De samedi à dimanche, ça fait déjà 94 943 francs. Donc, on n'a même pas encore eu même la moitié de l'argent pour payer ça. Toutefois, d'autres pensent que l'accueil et la qualité de soins sont meilleurs qu'ailleurs. C'est comme en clinique. Limite, c'est comme en clinique, vraiment, c'est bien suivi. Je déplore un peu la légèreté du médecin qui est censé nous consulter à midi. Ce que j'ai déjà apprécié, c'est l'accueil, en fait. Les patients sont rapidement pris en charge. Le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Nebouri reste une structure sanitaire de référence de la sous-région d'Afrique centrale. Et puis on parle à présent des travaux d'extension d'eau à Ondogo, dans la commune de Libreville, qui n'ont toujours pas connu de dénouement souhaité. Malheureusement, l'opérateur n'a pas respecté les délais de livraison du dit chantier. Et puis le manque d'eau dans les ménages se fait de plus en plus ressentir. Le constat de Annie Konkassa et Pierre Claverella. Initialement programmés pour être exécutés sur un délai de 5 à 6 mois, les travaux d'expansion du réseau d'eau potable du quartier Ondogo dans la commune de Libreville tardent à s'achever, aggravant la pénurie d'eau dans les ménages. Je prends des bidons dans ma voiture pour aller puiser chez les frères, partout. Il n'y a rien là, il n'y a rien. Depuis qu'on est là, il n'y a que ce que vous voyez là. Nous sommes à l'attente. Tout le monde ici, personne n'a l'eau. Depuis qu'ils sont là, on a fait ici, dans Ondor, plus de 4 jours sans eau. On passe de temps à transporter. Je peux transporter comme ça 40, 70 bidons par famille. Et nous, on peut plus un bidon de 20 litres comme ça aux familles à 500 francs. Du coup, le parcours du combattant pour l'accès aux précieux liquides se poursuit, engendrant ainsi une invention quotidienne de l'unique fontaine du quartier et le recours à des pratiques frauduleuses. Le fait qu'elle coupe de l'eau ici, il pique de l'eau sur mon compteur, à la maison, mes locataires n'ont plus d'eau. Alors qu'ils ont à côté une fontaine publique qui a été faite expressément pour ça. Vous pensez que c'est responsable ça? Ça aussi, il faut que des hommes politiques viennent pour pouvoir parler de ça. Non, c'est pas possible, c'est une question de conscience personnelle. À Ondogo,
Quartier en pleine expansion de Libreville, le souhait des populations est de voir des travaux d'adduction d'eau conduits à leur terme pour couvrir les besoins de nombreux foyers qui n'ont que trop souffert du manque d'eau potable. La page internationale à présent, l'actualité à l'étranger. On va au Burkina Faso. Le tribunal militaire de Ouagadougou a prononcé son verdict après l'affaire du coup d'État manqué de 2015. Les cerveaux de ce coup d'État, de forces composées de militaires et de ministres, écopent donc des peines de 20 à 10 ans d'emprisonnement. Suivons le récit de Patricia Lidimolé. 20 ans et 10 ans d'emprisonnement pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, décision du tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Diendéré a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État, de meurtre et écope de 20 ans de prison. Quant à Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, a été reconnu coupable de trahison et est condamné à 10 ans d'emprisonnement. 20 ans, c'est excessif. C'est excessif, ce d'autant plus que nous critiquons la motivation du tribunal. Ce qui était essentiel pour nous, c'est que ce procès se tienne. Les peines pourront être jugées par les Burkinabés eux-mêmes. À titre personnel, j'estime que c'est des peines qui sont, de mon point de vue, assez clémentes. Pour la dizaine de militaires, membres du commando qui avaient procédé à l'arrestation des membres du gouvernement de transition pendant ce coup de force raté, ont été condamnés à 19 années de prison pour l'adjudant-chef Éloi Badiel, qui était considéré comme le chef des opérations du putsch, et 17 ans pour l'adjudant-chef Niébé, qui avait mené le groupe. Et enfin, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, qui avait lu le communiqué des putschistes à la télévision nationale, se voit condamné à 10 ans de prison, dont 5 avec sursis. Voilà, il nous a donc rejoint sur ce plateau Andy Nel Tungui. Bonsoir Andy. Bonsoir Martial. Alors, avec vous en filigrane, la suite de l'actualité internationale et on commence en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, justement, des dizaines d'arrestations après une vague de violence et de pillage à Johannesburg. La police sud-africaine a déclaré que ces émeutes ont débuté hier après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment du quartier avant de se propager à d'autres endroits de la ville. Une quarantaine de personnes interpellées et l'Afrique du Sud est souvent le théâtre régulier de violences urbaines qui visent souvent les communautés immigrés, j'y arrive, accusé d'être responsable des difficultés de son économie et de son taux de chômage. Face à cette situation, les réactions ont déjà été enregistrées à l'instar de celle du ministre nigérian des Affaires étrangères qui dénonce l'attitude de la police sud-africaine. Nous allons au Cameroun. Plusieurs manquements de l'appareil judiciaire sont évoqués dans le communiqué signé à cet effet, à l'instar des auditions, des débats dans les langues autres que celles des personnes poursuivies, la comparution nue des détenus en audience publique, le maintien abusif en détention de certaines personnes, malgré les décisions de mise en liberté. Il y a également la récurrence des violences physiques sur les avocats par les éléments de la police et de l'armée, le refus de leur faire accéder dans les lieux de détention de leurs clients. Les hommes à robe noire comptent du 16 au 20 septembre 2019 attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les manquements observés au niveau de l'appareil judiciaire et administratif du Cameroun. À l'expiration de cette période, d'autres mesures pourraient être prises s'il y a lieu, avertissent-ils dans leur communiqué signé par le bâtonnier Tchakounté Pati Charles et 12 avocats membres du Conseil de l'ordre. Rappelons que les clients des avocats du bureau du Cameroun sont majoritairement des leaders du parti de l'opposition MRC ainsi que des anglophones. Nous allons au Congo-Brazzaville. Le Parti congolais du travail au pouvoir semble divisé et incapable de se renouveler à 2 ans de la présidentielle de 2021. Entre le cumul de fonctions de son secrétaire général, à la fois leader du parti et président du Sénat, un congrès qui doit se tenir depuis 2016, mais dont la date n'est toujours pas fixée. Ça devait être avant la fin de 2019, sans compter les tergiversations sur la nature ordinaire ou extraordinaire du dit congrès. Le Parti congolais du travail a bien du mal à négocier le virage des 50 ans qu'il célébrera à la fin de décembre et semble incapable de produire un discours neuf à 18 mois de l'élection présidentielle. Un arrangement s'impose pour le parti au pouvoir. Merci à vous, Andinel Tungui, pour toutes ces nouvelles riches en rebondissements. Je précise à toutes fins utiles que vous serez avec nous tout au long de cette semaine. Merci.
Pour la fin de cette édition d'information, on parle sport, bien sûr, et on commence par le football. La finale de la 13e édition du tournoi de foot dénommé André Dieudonné-Bert a donc eu lieu le week-end écoulé. C'était au stade du camp Gros Bouquet entre le FC Louis et le Nchowina. C'était en présence du parrain de la compétition, le doyen politique du 2e siège du 1er arrondissement de la commune de Libreville. Le point avec Charles Ogoula et Gérard Magnagna. 3 semaines d'effervescence autour du football pour la jeunesse du 1er arrondissement de la commune de Libreville. C'est un geste d'un père affectif envers ses enfants. Quand les jeunes veulent faire quelque chose ensemble, moi je suis toujours d'accord pour les aider parce que c'est quelque chose qui va dans le sens de la construction commune. Un esprit sain dans un corps sain, eh bien, je crois que c'est une excellente chose. Les Gabonais ont des potentialités individuelles, mais dans ces conditions-là, mettons-nous ensemble pour mettre ensemble ces potentialités. C'est donc une finale qui a opposé le football club de Louis à la formation de Nchowina. Louis FC l'emporte sur le score d'1-0. Nchowina aura tout donné pour revenir au score et même rater un penalty. C'est difficile de rater un penalty en finale, surtout que ça pouvait nous relancer et puis redonner une chance pour aller jusqu'au bout. Bon, c'est une finale est faite pour soit à gagner, soit à perdre. Et puis on a passé 3 semaines de joie avec toutes les équipes. Nous félicitons déjà l'organisation. On était vraiment sûrs de gagner cette compétition parce que nous sommes bien préparés pour cette compétition. Aïssa Matamba, au nom de la décennie de la femme, est élu meilleur arbitre. Alain Rogombe, meilleur joueur du tournoi. Tristan Betougué est le meilleur buteur avec 8 réalisations. La Squadra termine 3e derrière Nchowina. Mention spéciale au comité d'organisation qui aura accompli sa mission. Le rendez-vous est donc pris pour la 14e édition l'année prochaine, bien évidemment si Dieu le veut. Allez, on a ouvert avec le football, on va boucler avec le football. À 24 heures de son match retour, comptant pour le second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, eh bien, les Panthères du Gabon, version féminine, ont effectué la traditionnelle reconnaissance du stade. Elles ont également fait l'ultime séance d'entraînement d'avant-match. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Accra, Boris Mvé et Eric Kassa. C'est au stade d'Accra que les Panthères ont effectué leur dernière séance d'entraînement afin de peaufiner les ultimes réglages pour la manche retour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le mental, il est le même. Par contre, la concentration, la détermination pour le match de demain, elles savent que c'est vraiment important de faire un bon résultat ici à Accra. Conscients de la mission qui est la leur, Wassandé Doris et ses coéquipières ont la ferme intention de titiller au maximum les Black Queens sur leur terre. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour pouvoir aborder le match de demain. Donc je crois que nous sommes assez outillés pour l'aborder demain. Nous sommes prêts tactiquement, physiquement. En football, tout est possible. Le ballon est rond pour tout le monde et moi je crois qu'on peut le faire. C'est pas impossible. Ghana-Gabon, match décisif pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'Accra Sports Stadium abritera l'ultime rencontre des Panthères dans une arène prête à accueillir 40 000 spectateurs. Coup d'envoi prévu 15h30 heure du Ghana, 16h30 heure du Gabon. Voilà, c'est sur cette note sportive et pleine d'espoir pour nos Panthères que s'achève donc cette édition d'information. Merci à vous, Tungi. Merci. Allez, Andy, Tungi et moi, on vous dit bonsoir et on vous laisse avec, bien sûr, la sagesse africaine. Le temps est une lime qui travaille sans bruit. À méditer tout au long de cette soirée jusqu'à 23 h, pourquoi pas, heure à laquelle vous présentera la dernière édition d'information Rodolphe Mukambi Boma. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. À demain, 20 h.